En 1915, sort le film Naissance d'une nation. Une critique raconte « Ce drame muet est loin d'être silencieux. Des murmures incessants d'approbation, des hurlements de rire, des halètements anxieux et des explosions d'applaudissements saluent chaque nouvelle image projetée sur l'écran. » Avec ce film, son réalisateur David Wark Griffiths souhaite rivaliser avec les productions européennes de grande envergure telles que L'Enfer, Cabiria ou Quo Vadis. Naissance d'une nation devient ainsi aux États-Unis le premier film à faire plus de 3 heures et à avoir un budget de plus de $100 000. Alors que le cinéma était davantage un loisir des classes ouvrières, l'épopée historique de D.W. Griffith, projetée dans des salles plus grandes et de meilleure qualité, attire un nouveau public issu des classes moyennes et supérieures. Dans tous les États-Unis, des millions de personnes se ruent dans les salles pour voir le film. Mais l'engouement suscité par le film est à la hauteur de la colère qu'il soulève. Parce que si Naissance d'une nation est le film de nombreuses premières fois, il est aussi d'un racisme viscéral que des associations et des militants vont s'atteler à combattre. Pourquoi Naissance d'une nation a-t-il déclenché une telle ferveur au point que le public s'est levé pour battre à tout rompre la chevauchée du Ku Klux Klan? Comment un film qui promeut la suprématie blanche a-t-il fait perdre au public de l'époque ses inhibitions? Naissance d'une nation raconte l'histoire de 2 familles. L'une nordiste, les Stoneman, et l'autre sudiste, les Cameron. De la veille de la guerre de sécession jusqu'à la période de la reconstruction. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques rappels sur la guerre de sécession et la reconstruction. Entre 1860 et 1861, en réaction au mouvement prônant l'abolition de l'esclavage, 11 États du Sud font sécession avec les États-Unis pour former les États confédérés d'Amérique. En 1861, éclate la guerre de sécession entre les États confédérés et l'Union, composée des États abolitionnistes ainsi que de certains États frontaliers esclavagistes. Le conflit dure 4 ans, jusqu'en 1965, et s'achève avec la défaite des États confédérés. Après la guerre de sécession, vient le temps dit de la reconstruction. Cette période, qui s'étend de 1865 à 1877, voit la fin du régime esclavagiste des États confédérés ainsi que leur retour dans l'Union. Grâce au 13e, 14e et 15e amendements de la Constitution, les Noirs acquièrent des droits et commencent à prendre part à la vie politique. Mais la réaction ne se fait pas attendre. Des Blancs s'organisent en milices pour terroriser les Noirs, ainsi que leurs partisans blancs. Et dès 1877, les conservateurs reprennent le contrôle des États du Sud. Peu à peu, les Noirs sont privés de leurs droits et la ségrégation raciale est instaurée avec les lois Jim Crow en 1896. Quand Naissance d'une nation sort en 1915, les États-Unis célèbrent le 50e anniversaire de la fin de la guerre de sécession. Cet anniversaire est alors le point culminant d'un processus de réconciliation nationale entamé plus tôt. Celui-ci s'est fait au travers d'une série d'événements significatifs, comme par exemple la guerre hispano-américaine de 1898, qui voit pour la première fois les Bleus et les Gris marcher ensemble contre un ennemi commun, ou encore l'élection du sudiste Woodrow Wilson à la présidence en 1912. Naissance d'une nation participe à ce processus de réconciliation, en racontant comment le Nord et le Sud dépassent leurs différences pour s'unir dans une nouvelle nation. Le film offre une vision rassurante de l'unité nationale, sauf que cette nouvelle nation se fonde sur l'exclusion. L'arrivée de l'Africain en Amérique a planté la première graine de la désunion. Dès son ouverture, le film montre la présence d'esclaves africains aux États-Unis comme un problème. L'esclavage aurait rompu la fraternité blanche. Lorsque le Nord blanc s'unit au Sud blanc à la fin du film,
c'est au détriment des Noirs. Autrement dit, l'union que célèbre le film s'érige sur la suprématie blanche. Mais si un tel film a suscité l'enthousiasme à sa sortie, c'est parce que l'Amérique blanche est alors en proie à une anxiété raciale. Reflétant une crainte de la disparition de la race blanche, Naissance d'une nation entretient, selon l'historien Melvin Stokes, des affinités avec l'idéologie de l'anglo-saxonisme. Remontant au XVIIe siècle et se développant au cours du XVIIIe, cette idéologie affirme la supériorité des anglo-saxons. Au cours du XIXe, elle prend une dimension raciale. Au sein de la race caucasienne, les anglo-saxons formeraient une élite distincte. Mais aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle, le sentiment de supériorité raciale des anglo-saxons décline et fait place à une inquiétude. Les races dominantes pourraient péricliter. Ainsi, face à l'arrivée d'Asiatiques aux États-Unis, l'anxiété raciale produit un discours sur le péril jaune, quand dans le même temps, l'afflux d'Européens juifs et catholiques est perçu comme une menace au protestantisme. Dans une volonté de préserver la race blanche anglo-saxonne, les États-Unis introduisent peu à peu des restrictions à l'immigration et adoptent des lois anti-métissage. Mais un groupe plus ancien continue d'être perçu comme une menace au groupe social dominant, les Noirs. Dans le Sud, avec l'abolition de l'esclavage, l'homme noir apparaît désormais aux yeux des Blancs comme une menace sexuelle pour les femmes blanches. Ils dégradent notre religion, démoralisent notre politique, débauchent nos jeunes, pillent nos citoyens, assassinent nos fonctionnaires, violent nos femmes et se conduisent généralement comme la malédiction qu'ils sont et qu'ils seront toujours, tant qu'on leur permettra de souiller notre terre de leur présence. Cette nouvelle figure raciste a permis de légitimer l'instauration de nouveaux dispositifs de contrôle légaux, tels que les lois Jim Crow, mais aussi extra-légaux, à l'instar du lynchage. Naissance d'une nation témoigne de ce glissement dans l'imaginaire collectif. Dans la première partie du film, les Noirs, encore sous le régime esclavagiste, sont heureux, prieurs et serviles à leur maître. Mais dans la deuxième partie, une fois affranchis, ils deviennent agressifs, fourbes et tentent de violer les femmes blanches. Les Blancs du Nord, quant à eux, adhèrent de plus en plus à ces conceptions raciales du Sud face à l'arrivée progressive de migrants noirs dans les villes industrielles du Nord. Ainsi, Naissance d'une nation est empreinte d'une anxiété raciale qui, déjà avant le film de D.W. Griffith, avait été à l'origine de l'interdiction des films de boxe. Dès les débuts du cinéma, les films de boxe sont très populaires, notamment auprès du public féminin. En allant voir ces films dans lesquels elles peuvent voir des hommes à moitié nus, les femmes transgressent les conventions de genre. Mais plus tard, les premiers films avec le champion noir Jack Johnson entraînent une panique raciale. En plus de donner à des femmes blanches l'accès à l'image d'un homme noir, qui par ailleurs était à l'origine de polémiques parce qu'il avait des relations avec des femmes blanches, ces films montrent un noir battant des hommes blancs. Le boxeur défie ainsi la suprématie blanche. Par le Sims Act adopté en 1912, les films de boxe finissent par être interdits. Dans Naissance d'une nation, la scène où un forgeron vient boxer des Noirs répond au désir d'alors de voir un homme blanc remettre à sa place Jack Johnson. Derrière Naissance d'une nation se trouve non seulement D.W. Griffith, mais aussi Thomas Dixon. Ce dernier, fervent partisan de la cause sudiste, a eu dans sa vie une seule et unique obsession, remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire raconter ce qui était selon lui
la vraie histoire du Sud. Pour Thomas Dixon, la période de la reconstruction avait été une ère tragique durant laquelle le Sud avait été maltraité par le Nord. Il considérait que l'organisation du Ku Klux Klan avait su remettre la loi et l'ordre au milieu du chaos. Son oncle, ancien colonel confédéré, et son père en avaient été membres. Pour raconter ce qu'il estime être la vraie histoire du Sud, Thomas Dixon entreprend donc l'écriture d'une trilogie sur la reconstruction. The Leopard Spots en 1902, The Klansman en 1905 et The Traitor en 1907. Après des adaptations théâtrales, Thomas Dixon souhaite se servir du cinéma pour rendre ses idées encore plus populaires. En 1914, il fait la rencontre de D.W. Griffith. D'origine sudiste et bercé toute son enfance par les souvenirs de la guerre de sécession racontée par son père, Griffith est d'emblée séduit par le projet et les possibilités visuelles qu'il offre. Je pouvais voir ces hommes du clan avec leurs robes blanches qui flottent. Le projet est d'autant plus intéressant pour lui puisqu'il a la volonté d'associer le cinéma à l'histoire pour mieux légitimer ce nouvel art. En effet, pour D.W. Griffith, la caméra est un instrument pour écrire l'histoire. Le cinéma pouvait être, selon lui, une alternative à l'histoire écrite, réservée à une élite. Pourtant, quand Naissance d'une nation sort en 1915, ses opposants l'attaquent sur son historicité. En menant un travail qui consiste à relever les nombreuses erreurs historiques, ses opposants veulent montrer que l'ère de la reconstruction, telle qu'elle est présentée dans le film, est avant tout une reconstruction de l'histoire. Mais pour couper court à la contestation, Griffith et Dixon projettent le film à la Maison-Blanche le 18 février 1915 et obtiennent l'approbation du président Woodrow Wilson et de l'establishment de Washington. Ils promettent aussi $10 000 à quiconque trouverait des erreurs historiques dans Naissance d'une nation, mais sans jamais y donner suite. Les publicitaires, quant à eux, affirment qu'une quantité de recherches ont été effectuées et que 3 professeurs d'université ont vérifié le film. Dans un article publié en 1979, l'historien John Hope Franklin pointe les nombreuses aberrations historiques du film et montre comment la volonté de Griffith et de Dixon n'était pas d'établir la vérité historique, mais bien de manipuler l'histoire à des fins politiques. Les propos de Thomas Dixon abondent en ce sens. Ce film est en train de transformer toute la population du Nord et de l'Ouest en sympathisants sudistes. Naissance d'une nation se construit en effet à partir d'une série de mythes historiques autour de la guerre de sécession et de son après. Dans son livre consacré à Naissance d'une nation, Melvin Stokes déconstruit tour à tour les mythes sur lesquels s'appuie le film. La première partie de Naissance d'une nation repose sur le mythe de la cause perdue. Produit dans le sud des États-Unis dès le lendemain de la guerre de sécession, ce récit négationniste consiste notamment à considérer que l'esclavage n'est pas la principale cause de la guerre de sécession, mais la défense des droits des États. La tempête qui s'annonce. Le pouvoir des États souverains, établi lorsque Lord Cornwallis a capitulé devant les colonies en 1781, est menacé par le nouveau gouvernement. En d'autres termes, les États confédérés ne se seraient pas battus pour l'esclavage, mais pour la liberté de choisir d'être esclavagistes ou non. Ce récit sert à propager l'idée selon laquelle le Sud se serait battu pour une cause noble. Toujours d'après ce mythe, l'esclavage aurait été une institution empreinte de bienveillance et les esclaves auraient été heureux, bien traités et loyaux à leur maître. Seconde partie, la reconstruction. L'agonie que le Sud a endurée pour qu'une nation puisse naître. Le fléau de la guerre ne prend pas fin lorsque les hostilités cessent. La deuxième partie du film, quant à elle, déploie le mythe selon lequel la reconstruction aurait été une ère tragique. La reconstruction y est en effet présentée comme une période faite de chaos et de corruption, durant laquelle les Noirs auraient imposé leur règne. Vois, mon peuple remplit les rues. Avec eux, je construirai un empire noir et vous, en tant que reine, serez assise à mes côtés. Ce récit qui a émergé au cours de la reconstruction a servi à justifier, entre autres,
la suppression des droits des Noirs récemment acquis. Au début du XXe siècle, il trouve une légitimité historique dans l'école de pensée de Dunning. Celle-ci est hégémonique dans l'historiographie de la reconstruction quand Naissance d'une nation sort. C'est pourquoi nombreux sont les historiens d'alors à approuver le film. L'adhésion du public à ces mythes historiques se fait notamment par le biais de ce qu'appelle Mimi White la référentialité historique insistante. En effet, tout du long, Naissance d'une nation ne cesse de se référer à des événements historiques, d'inclure des citations. La politique des dirigeants du Congrès a provoqué un véritable renversement de la civilisation dans le Sud, dans leur détermination à mettre le Sud blanc sous la botte du Sud noir. Ou encore de faire des facsimilés. Palais de justice d'Appomattox, l'après-midi du 9 avril 1865, la capitulation du général Robert E. Lee devant le général Ulysses S. Grant. Un facsimilé historique de la maison de Wilmer McLean telle qu'elle était à cette occasion, et les officiers et leurs assistants, d'après la campagne avec Grant d'Horace Porter. Cette référentialité historique insistante permet de légitimer l'historicité du film. En dépit du travail de déconstruction mené par les opposants du film à sa sortie, nombreux sont ses défenseurs à prétendre qu'il est conforme à la réalité historique. Naissance d'une nation contribue ainsi à populariser auprès de millions d'États-Uniens une histoire faite de mythes. En plus d'effacer le rôle de l'esclavage dans la guerre de sécession, cette réécriture fait du Ku Klux Klan le véritable acteur de l'histoire. Pendant longtemps, dans l'objectif de promouvoir la qualité formelle de Naissance d'une nation, critiques et études trouvent diverses stratégies pour en minimiser le racisme, soit en considérant que le film est le produit du racisme ordinaire de son époque, soit en affirmant que le discours raciste est davantage le fait de Thomas Dixon que de D.W. Griffith, ou soit encore en opérant une distinction entre la forme et son contenu. Mais dans tous les cas, ces stratégies tendent à normaliser le racisme du film. Dans les esprits, il semble difficile, voire impossible de concilier art et racisme. Rares sont les films à poser ce dilemme entre art et idéologie abjecte, sinon peut-être les films de propagande nazie de Leni Riefenstahl. Mais pour Paul McEwan, dans le cas de Naissance d'une nation, le choix de l'art ou du racisme est un faux choix. Pour résoudre ce dilemme, il faut selon lui reconsidérer notre conception de l'art. En effet, nous avons tendance à considérer l'art comme quelque chose de beau, de noble, qui élève la société. Mais pour Paul McEwan, il faut se départir de cette conception romantique de l'art. Une société raciste produit des œuvres d'art racistes. Admettre que Naissance d'une nation est bien réalisée n'excuse pas le film, mais est peut-être le point de départ nécessaire pour expliquer son impact. Et dès les années 80, des chercheurs contestent la distinction forme et contenu et tentent de comprendre comment la forme construit le discours idéologique. Naissance d'une nation est un film qui a pris une place importante dans l'histoire de l'art cinématographique. Parfois considéré comme le père du cinéma états-unien, D.W. Griffith a fait passer le cinéma, selon Tom Gunning, d'un cinéma d'attraction qui fonctionne sur la monstration à un cinéma d'intégration narrative. Griffith utilise en effet les techniques cinématographiques pour servir la psychologie des personnages et développer une intrigue, en bref, à charpenter un récit narratif cohérent. De cette manière, il a contribué à poser les bases du schéma narratif qui domine toujours à Hollywood, spécifiquement dans l'épopée historique. Mais dans sa volonté de raconter l'histoire de la naissance d'une nation, c'est-à-dire d'une union retrouvée dont la fondation repose sur la suprématie blanche,
le cinéma narratif de D.W. Griffith déploie, selon Bannerwand, l'image d'une menace noire à l'Amérique blanche. Si le cinéma d'attraction pouvait déjà s'inscrire dans une imagerie raciste, le cinéma narratif, lui, offre de nouvelles possibilités au racisme à l'écran. Avec Naissance d'une nation, l'objectif pour Griffith et Dixon est de susciter chez les Blancs, et plus particulièrement chez les femmes blanches, un sentiment de répulsion à l'égard des Noirs. Comment Griffith fabrique-t-il ce sentiment? Dans le film, blancs et noirs évoluent dans des espaces bien délimités. Les blancs occupent la plupart des espaces du film, quand les noirs, eux, sont confinés aux champs de coton ou au quartier des esclaves. Mais peu à peu, dans la deuxième partie du film, l'ordre racial s'effondre et avec lui, l'ordre spatial. Ce trottoir nous appartient autant qu'à vous, colonel Cameron. C'est à partir de là que se construit la menace. Les Noirs commencent à transgresser les frontières et à occuper les espaces des Blancs, dont ceux du pouvoir, comme la Chambre des représentants. Naissance d'une nation montre ici l'usurpation d'un groupe social dominant par un autre. De nombreux plans marqués par la verticalité et le chaos font apparaître les Noirs comme désorganisés et pathologiques, insinuant par là qu'ils sont inaptes à occuper des positions de pouvoir. Tandis que les plans avec les Blancs, notamment le Ku Klux Klan, sont marqués par l'horizontalité et l'ordre. Même si le film laisse voir quelques Noirs à l'écran, les rôles principaux sont incarnés par des acteurs blancs maquillés d'une blackface. D.W. Griffith avait en effet affirmé ne pas vouloir, je cite, de sang noir parmi les acteurs principaux. Héritant de la bouffonnerie outrancière des minstrel shows, Naissance d'une nation fabrique ainsi ses propres noirs, qui sont ici la projection fantasmée des peurs des Blancs. Pour illustrer davantage mon propos, je vais revenir sur la séquence entre Flora et Gus. Ignorant l'avertissement de son frère de ne pas sortir seule, Flora quitte la maison et se rend dans un cadre naturel, éloigné de toute civilisation. Dans cette composition de cadre, elle apparaît toute petite, entourée d'ombres inquiétantes formées par les arbres, ce qui confère à son sentiment de vulnérabilité. Puis Gus, incarné par un acteur blanc maquillé d'une blackface, apparaît. Flora n'est pas au courant, mais le public si. Cette ironie dramatique permet l'instauration d'un suspense. Gus est devant une clôture qui auparavant séparait blanc et noir. Il hésite et fait demi-tour. Le public peut lâcher un soupir de soulagement. Mais Gus réapparaît dans la forêt. Il a traversé la clôture. Cette information a volontairement été occultée pour créer un choc au moment de son apparition. Gus est désormais un corps noir errant et hors de contrôle. Le public assiste ensuite à une passation de regards à sens unique. Flora regarde un écureuil pendant qu'elle est elle-même, sans le savoir, l'objet du regard de Gus. Ce regard permet au public de s'identifier au désir brutal de Gus. En parallèle, le frère de Flora apprend qu'elle est sortie seule et part à sa recherche. Gus fait savoir à Flora qu'il veut se marier avec elle. Flora fuit son désir et une poursuite s'enclenche. Celle-ci remet le public dans le point de vue de Flora afin de le placer dans un sentiment de panique. Lors de la poursuite,
Griffith use de la technique du montage alterné pour faire craindre la menace du violeur noir. Déjà dans ses films précédents, D.W. Griffith usait de cette technique pour construire des scènes de poursuite et sauvetage. Dans ces scènes, le personnage poursuivi est généralement une femme blanche, le poursuivant un homme non blanc et le sauveur un homme blanc. Mais ici, le sauveur blanc arrive trop tard. Et plutôt que d'être touchée par un noir, Flora préfère se jeter dans le vide. La menace du violeur noir est conjurée, plus loin dans le film, lorsque le Ku Klux Klan retrouve Gus. Initialement, une scène qui a été censurée devait montrer la castration de Gus. Cette séquence permet de comprendre comment D.W. Griffith construit l'image de la menace noire. Mais si elle vise à susciter la répulsion, elle trahit dans le même temps une fascination. Une fascination, comme l'écrit David Sewell, pour un ordre racial qui abjurerait la pureté, qui vacille constamment. L'obsession pour les relations interraciales constitue ainsi la matrice de naissance d'une nation. Et c'est pourquoi le projet purificateur du film repose sur la conjuration de la menace noire. Well, I think you'll like it. It's an old army saber, worn by a Confederate officer. En 1930, D.W. Griffith, face à l'acteur Walter Huston, semble pour la première fois émettre un doute sur la véracité historique de son film. I like that. My father wore a sword like that. Now I want to ask you a question. You feel as though it were true? Yes, I feel so. True as that blade. Yes, I think it's true. But as Pontius Pilate said, truth? What is the truth? Mais ce sera l'unique fois où il ouvrira une brèche. Car D.W. Griffith n'a jamais exprimé de regret au sujet de son film. Il a toujours affirmé qu'il n'avait aucune raison de s'excuser et que son film suivant, Intolérance, se voulait être un commentaire sur celles et ceux qui avaient été intolérants à son égard. L'impact de Naissance d'une nation a été majeur. Le film a en effet contribué à forger l'imaginaire collectif que les États-Unis allaient avoir du Sud, de la guerre de sécession et de la reconstruction pour plusieurs décennies. Vision qui sera entretenue par le cinéma dans des films tels qu'Autant en emporte le vent. Par ailleurs, il est parfois affirmé que la résurgence du Ku Klux Klan en 1915 découle du succès du film. En réalité, elle résulte de nombreux facteurs. Cependant, la nouvelle organisation du Ku Klux Klan s'est réappropriée Naissance d'une nation et s'en est servi comme outil de recrutement pendant plusieurs décennies. D'après l'historien Lawrence Reddick, la glorification du Ku Klux Klan dans le film a été l'un des facteurs qui a permis à l'organisation de connaître son apogée. Au milieu des années 20, elle compte 5 millions de membres. Mais Naissance d'une nation a également une influence durable sur l'industrie cinématographique. Celle-ci, après 1915, se montre en effet frileuse à l'idée d'aborder certains sujets. En 1934, le code Hays d'autocensure interdit la représentation des relations interraciales. Yes, sir. I'm most certainly telling you. Jasper, get me some fresh hotcakes. Yes. Et pendant des décennies, les Noirs apparaissent peu à l'écran, si ce n'est cantonnés à des rôles de domestiques ou d'artistes. You talk too much. I'm mistaken. Here comes something now. Néanmoins, dès la fin des années 10, un cinéma noir alternatif émerge. Oscar Micheaux, l'un des premiers réalisateurs noirs états-uniens, répond en 1920 à Naissance d'une nation avec Within Our Gates. Montrant les violences de la suprématie blanche à l'instar du viol ou du lynchage,
Son film est historiquement plus juste que n'importe quelle image de naissance d'une nation. I'll be so glad when the sun goes down. When the sun goes down. I'll be so glad when the sun goes down. When the sun goes down. I ain't all that sleepy, but I wanna lie down. Well, I wanna lie down. I ain't all that sleepy, but